Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Charantagay, Birahim Touré. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition: Saliou Ndao et Tombong Wali devraient réintégrer la police après avoir été innocentés dans la mort de l'étudiant Bassirou Faye. C'est en tout cas l'avis d'un ancien porte-parole de la police. Le colonel Alioune Ndiaye estime qu'ils devraient même bénéficier d'un rappel de leur salaire durant toute la durée de leur détention. La famille de Saliou Ndao à Koutal se dit, elle, heureuse de l'issue de cette affaire. Notre correspondant l'a rencontré hier. Sommation pour les propriétaires de la cité Tobago. Le médiateur dans cette affaire dénonce les agissements du gouverneur. Mamata Gueye était hier à leur chevet. Et puis en sport, le Sénégal affronte en demi-finale le Nigeria après une victoire sur l'Algérie en quart de finale dans l'Afrobasket Tunisie 2015. Score à la fin du match 75-58 pour les Lions. Le prochain adversaire, le Nigeria, ce sera en parfum de revanche. À suivre la revue de la presse comme tous les matins. Ce sera avec Fabrice Ngela. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal avec cette affaire concernant la mort de l'étudiant Bassirou Faye après la relaxe des policiers Tombong Wali et Saliou Ndao blanchi dans l'affaire du meurtre de l'étudiant. Le colonel Alioune Ndiaye, ancien chargé de la communication de la police, estime que ces derniers doivent être réintégrés dans la police. Selon lui, en plus de cette réintégration, il est même normal qu'on leur verse l'intégralité de leur salaire pendant qu'ils étaient en prison, mais on doit également les indemniser. Salif Kebesaro l'a rencontré. La réintégration dans la police de Tombong Wali et Saliou Ndao, après avoir été blanchis par le juge d'instruction, ne devrait pas poser problème si l'on en croit le colonel Alioune Ndiaye. Selon lui, c'est même une obligation de les réintégrer dans cette police. Leur réintégration est de droit. C'est de droit, c'est obligatoire. Ils sont encore des policiers. Ils ont juste eu des problèmes avec la justice qui leur a reproché des choses et qui aujourd'hui il les a blanchis. Tant qu'ils n'ont rien fait, ils sont encore policiers. Selon l'ancien chargé de communication de la police, au-delà d'une réintégration, ces deux policiers doivent aussi recevoir l'intégralité de leur salaire. Il y en a qui estiment que dès que vous êtes placé sous mandat de dépôt, vous n'avez plus droit au salaire et que même lorsque vous êtes élargi, vous devez être sanctionné et disciplinairement. Cela est possible, mais cela n'est possible que lorsque, en plus de la situation judiciaire à laquelle vous avez échappé, on peut vous reprocher des fautes disciplinaires. Aussi, ont-ils bien droit à une indemnisation si l'on en croit le colonel Alioune Ndiaye? Si, au bout d'un certain temps, le même État dit qu'ils n'ont rien fait, toujours par la justice, et les libère, je ne vois pas pourquoi on ne les indemniserait pas. Après plusieurs mois passés en prison avant d'être blanchis, Tombong Wali et Saliou Ndao demandent désormais leur réintégration par l'État du Sénégal. Sachez que l'un des policiers également blanchi, Saliou Ndao, est habitant de Koutal ou originaire de Koutal, c'est dans le centre du Sénégal. Sa famille affiche satisfaction et déclare ne pas être surprise par cette décision de la justice sénégalaise. Selon le grand frère du policier libéré il y a 2 jours, toute la famille a toujours été convaincue de l'innocence de Saliou Ndao dans l'affaire du meurtre de Bassirou Faye. Ngagne Ndiaye, il s'exprime au micro de Faradiassé. Nous étions très satisfaits et très contents, mais nous n'étions pas surpris. Parce qu'on connaît très bien Saliou Ndao, ses qualités et ses défauts. C'est un homme très excellent, qui a un tempérament, qui ne fait que satisfaire les gens. Alors, lorsqu'il a été interpellé, tout Koutal était concerné. Les mosquées, les étudiants, les ASC qui sont 10 à Koutal, tout le monde en parlait pour montrer que nous comptons tous sur Saliou Ndao. À cause de ses prestations, à cause de sa volonté, non pas du changement. J'ai constaté qu'il n'était pas en colère. Il était content, pressé de venir voir sa maman, ses soeurs, ses amis, etc. Donc, pas vu de changement. Il était comme il était. Zal avait une mission à faire à Rebus. Il l'a fait et puis il est devenu point de son destin, tout juste. Et puis, parlons de cette affaire, celle de la cité Tobago, avec quelques maisons qui restaient à détruire et cette sommation servie par le gouverneur de Dakar aux familles donc qui restaient encore à Tobago. Le médiateur du collectif des victimes de la cité, Mamata Gueye, soutient que la sommation servie par le gouverneur Mamoudou Fall plutôt ne devrait pas avoir lieu. Selon lui, le chef de l'exécutif régional n'était pas présent à la réunion entre le gouvernement et les victimes qui ont été reçues, on s'en souvient,
n'était pas question du recasement des victimes de la cité Tobago dans la banlieue de Dakar, comme avancé par certains. Mamata Gueye, il est au micro de Aïcha Kama. À l'occasion de notre troisième réunion à la primature, sous la présidence du directeur de cabinet du Premier ministre, le 13 août dernier, ce mémorandum lui a été remis en main propre. Ce dernier l'a répercuté auprès de son patron, le Premier ministre, lequel l'a remis au chef de l'État. Voilà où nous en étions. Lorsque, à notre grande surprise, nous avons entendu parler d'une sommation venant du gouverneur, demandant aux occupants qui étaient encore en sursis, une demi-douzaine, de sortir de leur maison, lesquels doivent faire l'objet de démolition. On n'a pas parlé de banlieue, parce que dans le mémorandum, il a été proposé sur le troisième point, à savoir une solution alternative de recasement. Et il a été précisé de préférence dans un site contenu dans le périmètre de la région de Dakar. Puis, sachez que la dernière sommation servie par le gouverneur de Dakar a pris fin avant-hier soir. Les occupants des 6 maisons encore debout vivent sous la hantise de voir des bulldozers débarquer à tout moment pour démolir leurs concessions. Le maire de Guinaoraï Nord invite le président de la République à signer le décret d'utilité publique qui permettra aux familles qui refusent de libérer les lieux de passage de l'extension des travaux de canalisation dans la banlieue de céder l'emprise. Pape Ngambédia salue par ailleurs les sillons creusés pour drainer les eaux vers les canalisations déjà existantes, sans quoi beaucoup de maisons seraient déjà englouties par les inondations. Pape Ngambédia est au micro de Nanko Bakayo. Certains membres de la population refusent de quitter. Et s'ils refusent de quitter, pour l'intérêt des autres, c'est uniquement le président qui peut vraiment régler cette situation à travers la signature de ce décret d'utilité publique. Nous lançons un appel, nous, fils de Guinaoraï Nord, à ce que le président puisse signer ça le plus rapidement possible pour que la population, une fois les inondations, qu'elle vive vraiment dans des conditions meilleures. C'est l'occasion de remercier le comité local de gestion des inondations, présidé par l'adjoint au maire Fan Ndiaye et le président de la commission sportive et d'autres qui ont fait vraiment un drainage extraordinaire pendant 6 jours. S'il n'y avait pas ces drainages, beaucoup de la population allait quitter. Et puis le maire de la commune de Guinaoraï Sud, juste à côté, déplore le manque de soutien des autorités étatiques et de la ville de Pikine face à cette situation d'inondation. Pour Abdoulaye Diop, il n'y a absolument aucune aide de ces autorités. Il poursuit qu'après chaque pluie, ils mettent 48 heures, voire 72 heures pour évacuer les eaux. Abdoulaye Diop, il est avec Younous Abali. Quand les inondations sont arrivées, nous avons payé une somme au moins de 3 millions ou 4 millions quand même de mots de pompe. Nous avons vraiment des mots de pompe neufs. Nous avons une équipe, en tout cas composée de des jeunes, sont toujours sur le terrain. On déploie l'ensemble des mots de pompe. Maintenant, j'ai commencé même à louer des camions moi-même. Parce qu'on demandait des camions au niveau de la ville, mais on l'a demandé une fois, on a parlé de camions. Maintenant, moi-même, je loue des camions tous les jours. Chaque camion, je le loue à 200 000 francs. Après la pluie, je prends au moins 3 ou 4 camions. On a reçu aucune aide venant de l'État. La mairie de Pikine m'a une fois envoyé un camion. Je demande des camions, on me dit maintenant j'ai cédé. Bien avant ça, ce que l'on dit là, ça m'a fait rire quoi. Bien ça, comment est-ce qu'il peut quitter Dakar? Vous venez à Guinaoraï. Moi je n'ai même pas au courant. Je n'ai même pas été. Après la pluie, il faut faire 2 jours pour évacuer les eaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue les ouvrages. Il faut qu'on continue les canalisations dans d'autres quartiers. Et si on fait ces travaux-là, on doit associer quand même les locales. Nous abordons la page politique de ce journal ASCAO, action de solidarité et de soutien à Karim Wade de Balai. Du revers de main, toute information relayant que le groupe de travail des Nations Unies ne se penchera pas sur le dossier de Karim Wade. Ceci est faux. Face à la presse, Hélène Della-Chopin et ses camarades décrit la démarche du régime actuel et affirme que le dossier de Wade-Fi sera bel et bien au cœur des débats à Genève. Elle s'explique au micro de Goronaglo. En fait, ce n'est pas la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui a été saisie. Il y a ce qu'on appelle au sein de l'ONU un groupe de travail sur les détentions arbitraires. Je peux vous dire que cette commission-là, ce groupe de travail va se retrouver entre le 18 et le 19 septembre et que le cas Karim Wade sera bel et bien évoqué et que le cas Karim Wade sera bel et bien présenté et tout le reste c'est de l'amalgame et c'est de la désinformation, mais le groupe de travail sur les détentions arbitraires va bien se pencher sur le cas Karim Meïssa Wade. La présidente du conseil départemental de Bambey, Yaïd Mbotiel, continue ses tournées. Elle a effectué une tournée dans 11 localités de sa région et être déçue de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le monde rural.
Aïda Mbodj estime que le régime de Macky Sall peine à sortir du pénombre ces populations qui vivent de la terre. Aïda Mbodj est au micro de Abdoulaye Diagne. Le gouvernement croule aujourd'hui sous le poids des promesses. Vous l'avez constaté avec moi, nous avons parcouru l'ensemble du département et le constat est là. Les semences ne sont pas venues à temps, ne sont pas de qualité, sont insuffisantes. L'agriculture ne peut se développer, ne peut se moderniser sans effectivement la mécanisation des moyens. Inconcevable. Produit l'engrais et l'engrais ne vient pas à temps, la quantité fournie n'est pas suffisante. Les cultures n'ont pas évolué parce que la qualité n'a pas été au rendez-vous. Donc là, je pense que ce sont les différentes préoccupations des paysans de Bambey. Jusqu'à présent, les cultures n'ont pas évolué parce que la qualité n'a pas été au rendez-vous. Et puis, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé appelle à la patience les médecins en spécialisation qui étaient hier devant le ministère de la Santé pour réclamer des bourses d'études. Ces derniers étaient donc devant les locaux du ministère. Galoba, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, précise d'ailleurs que ces bourses ne constituent nullement une obligation, mais c'est plutôt un accompagnement à la spécialisation de ces médecins. Et ces explications sont recueillies par Lady Binda. D'abord que les bourses ne sont pas obligatoires, et ensuite ce sont les médecins qui sont en première ligne qui demandent le paiement des allocations. C'est une tradition qui s'est installée au niveau du ministère de la Santé et nous l'avons bien compris ainsi. Ce que je puis dire, c'est que nous les avons reçus, nous leur avons donné la bonne information et je pense qu'ils doivent, n'est-ce pas, savoir les regarder et attendre que les responsables soient disponibles. Dès le vote du budget du ministère de la Santé, nous avons saisi le ministre des Finances pour demander cette rallonge budgétaire. Nous avons reçu une réponse favorable du ministre des Finances qui nous dit que la rallonge est envisagée dans le cadre de la loi de finances rectificative. Et donc je pense qu'une fois que cette loi de finances rectificative passera, nous serons en mesure de pouvoir octroyer les bourses dans les domaines prioritaires du ministère de la Santé. Et puis nous parlons toujours santé avec les dermatoses, diarrhée et le paludisme, des maladies dites hivernales en cette période de pluie. Cependant, la lutte contre ces maladies est d'abord communautaire et surtout multisectorielle. Prévention des mesures d'hygiène s'impose pour éviter la multiplication notamment des moustiques à l'origine de plusieurs bons. C'est un reportage de Haïcheni. En cette période hivernale, certaines maladies font leur apparition. Elles sont appelées maladies hivernales. Aminata Diagne, chargée de superviser les activités d'éducation pour la santé au district sanitaire Centre de Dakar. Nous pouvons citer le paludisme. C'est en ces moments-là qu'il y a une multiplication des moustiques. Les maladies diarrhéiques. Il y a aussi les dermatoses qui surviennent, donc chez les enfants. Des maladies dont la lutte antivectorielle est communautaire. Tout ce qui consiste la destruction des gîtes qui peuvent abriter les moustiques ou bien les larves de moustiques. Il ne s'agit pas simplement du ministère de la Santé, mais il y a tous les autres ministères qui doivent s'impliquer. Des mesures d'hygiène s'imposent. Tout ce qui concerne le domicile, il faut savoir couvrir les aliments, éviter de laisser traîner les eaux. Il faut couvrir les poubelles pour éviter la multiplication des moustiques. Au-delà des mesures d'hygiène, d'autres comportements s'imposent. Dormir sous une moustiquaire imprégnée toute l'année. Et puis parlons de l'autonomisation des femmes à travers la formation dans le domaine de la transformation des céréales, fruits et légumes. C'est l'objectif de Anne Souprali Sounouko, un mouvement qui veut lutter contre la féminisation de la pauvreté. Une cinquantaine de femmes de Mamdeora et Termata a reçu un diplôme de fin de formation compte rendu Idriss Diémé. Le rang des transformatrices va se grossir. Après des semaines de formation, elles ont reçu leur diplôme qui atteste qu'elles sont dorénavant outillées pour la transformation des produits. Mamadou Mansour Mbaye, président de Anne Souprali Sounouko, initiateur. C'est une manière d'éradiquer la pauvreté féminine. Comme ça, il n'y aura plus de féminisation de la pauvreté. Et puis, essayer d'organiser les femmes dans beaucoup de métiers pour leur permettre quand même de pouvoir subvenir à leurs besoins afin d'aider leurs maris, leurs enfants et leurs familles même. Ça permet réellement de promouvoir l'accès à l'insertion, permettre aux femmes d'avoir vraiment des emplois. La formation subie va contribuer à l'autonomisation de ces femmes et du coup renforcer le label Consommer leur quotidien. On aura des produits pour travailler car nous sommes dans la transformation des céréales et même des détergents. Rien qu'avec les riz, pour avoir des couscous et de la bouillie, c'est vraiment bénéfique pour nous car cela peut créer des emplois dans nos familles.
famille et même en dehors. Ainsi, une cinquantaine de femmes de la cité Mamdior ont pu bénéficier de cette formation, sans savoir qu'elles comptent partager avec d'autres femmes de la banlieue. Idrissa Diémé à la cité Mamdior de Keur Massar, Zik FM. Tout à fait autre chose. L'Association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement AMSAD a signé une convention de partenariat avec des GIE et associations d'ouvriers pour mieux conscientiser les jeunes candidats à la migration sur la question. Selon son président, il y a lieu de sensibiliser les jeunes au regard des chiffres de décès notés en mer, soit plus de 2100 personnes. Propos tenus à l'occasion du lancement de son portail web au CISAS hier, Moudou Fall, président de l'AMSAD, au micro de Alassane. Nous voulons à la fois conscientiser et alerter parce que vous tous vous êtes au courant de ce qui se passe à travers le monde, surtout la migration clandestine, les Sénégalais de l'extérieur qui rencontrent des difficultés un peu partout à travers le monde et aussi donc les solutions qui ne sont pas encore trouvées dans le cadre de la migration aussi bien interne et externe. Donc nous nous sommes dit qu'avec les dispositifs que nous allons mettre en place, parce que le portail aussi va contenir une radio et puis après on verra d'autres moyens une fois que les consciences seront alertées et une fois que donc les jeunes qui sont tentés vers l'aventure, qui sont tentés aller vers cette traversée qu'on appelle la traversée meurtrière, les jeunes qui sont ici et qui ne sont pas très motivés, donc nous voulons vraiment les informer, les sensibiliser et maintenant après on passera à l'étape suivante, ce sera une étape de formation sur l'entrepreneuriat avec nos partenaires. Un mot de culture, le ministre Mbagnick Ndiaye promet la réhabilitation et la revalorisation des sites culturels de Gouindiouli, Baobab des Initiés et les mégalithes de Nioro. C'est dans la région de Kaolack qu'il présidait le comité régional de développement spécial en prélude au Festival national des arts et cultures festin prévu du 9 au 12 décembre prochain dans la capitale du Saloum. Correspondance par Les acteurs culturels ont déploré l'état délabrement avancé de certains sites culturels. Nous avons pris l'engagement que le département va prêter une oreille attentive à ces doléances pour que d'ici la fin de l'année en 2016 que nous puissions touristique qui pourra permettre à tous ces gens qui sont avides de découvertes historiques de pouvoir venir s'inquérir de tout ce patrimoine culturel qui chérit l'ensemble de ces sites culturels. On a parlé tout à l'heure de Gouindiouli, l'historique de Gouindiouli, c'est extrêmement important, mais on a parlé aussi des mégalithes de Nioro. Nous pourrions, à travers la rénovation de ces sites, en faire des circuits touristiques, ne serait-ce qu'au profit des établissements scolaires, au profit des autres habitants du Sénégal qui ne connaissent pas la valeur et le symbole de tous ces sites-là. L'actualité des sports.
fête léegi. Ça c'est donc pour le programme des demi-finales. Il s'établit comme suit ce samedi 29 août au Stadium Omnisport de Radès. Le Nigeria affronte le Sénégal à 17h30 et à 20h, l'Angola fera face à la Tunisie, le pays organisateur qui a donc battu le Mali sur la marque de 67-60. Parlons de football à présent avec les Lions du foot qui doivent défendre les couleurs nationales aux 11e Jeux africains et qui sont déjà connus. Le sélectionneur Serine Salioudia a rendu public une liste de 20 joueurs, dont 4 expatriés, Mohamed Gueye et Cheikh Houdien de Norvège, Ibrahim Diédhiou de Belgique et Moussa Seydi de France. Le staff technique mise sur la valeur locale à cause de l'indisponibilité de plusieurs joueurs en raison de tests à l'étranger. Serine Salioudia s'en explique au téléphone de Aïcha Kamara. L'objectif premier, c'était plus ou moins la qualification aux Jeux Olympiques. Il y avait le match amicaux contre l'Algérie qu'on devait préparer, il y avait aussi les Jeux africains qu'on devait préparer. Je pense là, on est au objectif qui est les Jeux africains. Donc, il va nous permettre un peu de se mesurer aux meilleures nations parce qu'en partage la même poule avec le Ghana et le Nigeria. Nous, on va venir aussi pour imposer notre savoir-faire au niveau de la petite catégorie et d'autres temps de préparer les chaînes qu'on va organiser ici en France. Je pense qu'on ne peut pas répondre des gens qui ont fait de très bons championnats, qui ont tous arrêté d'être professionnels et qui ont cette occasion d'aller faire des clubs européens. Donc, nous, on est félicite à l'autre africain qui a potentiel de compter sur ce qui sont là. Malheureusement, on a eu beaucoup de sorties. Et on a maintenant que 4 sorties avec nous, donc on a été obligé de reménager un peu la liste, de voir un peu les jeux qui ont fait le championnat en France. Nous avons montré de très belles choses. Dans l'ensemble, on a fait une très bonne préparation et je pense que l'équipe peut monter en puissance dans cette compétition. En football toujours, mais cette fois-ci avec des nouvelles de Moussa Sow dans le marché des transferts. Il pourrait quitter Fenerbahçe dans les prochains jours pour rejoindre Arli de Dubaï. Le transfert de l'international sénégalais, selon le journal Le Jour de Sport, devrait rapporter la somme de 17 millions d'euros, soit 11 milliards de francs CFA à Fenerbahçe, une somme égale au SAM mais inférieure aux 13 milliards offerts par Sunderland. À 30 ans, Moussa Sow devrait préférer les Émirats plutôt que l'Angleterre où les risques de blessure sont grands. Ce joueur qui a quand même déjà 30 ans. Nous parlons toujours football avec les championnats européens. Le tirage au sort de la Ligue des Champions avec les différents groupes qui sont d'ores et déjà composés. Dans le groupe A, le PSG va retrouver le Real de Madrid, Shakhtar Donetsk et Malmö. Dans le groupe B, PSV Eindhoven, Manchester United, CSKA Moscou et Wolfsburg. Le groupe C est composé du Benfica de Lisbonne, Atlético Madrid, Galatasaray et Astana. La Juventus, Manchester City, FC Séville et Mönchengladbach se retrouvent dans le groupe D. Dans le groupe E, FC Barcelone, Leverkusen, AS Roma, Bate Borisov. Et dans le groupe F, on retrouve les autres Allemands, Bayern de Munich, Arsenal, Olympiakos et Dynamo de Kiev. Les deux autres groupes sont composés comme suit. Le groupe G, Chelsea, FC Porto, Dynamo de Kiev et Maccabi Tel Aviv. Et le groupe H, Zénith, Valence, Olympique Lyonnais et la Gantoise. Toujours football avec le titre de meilleur joueur de l'UEFA. C'est encore Messi. Messi donc qui devance Cristiano Ronaldo avec sans surprise le trophée du meilleur joueur de la saison UEFA pour la saison 2014-2015. Retour chez nous et c'est pour parler de Navetan. Bouffée d'oxygène pour les ASC de la zone 3 de Guinaouraï dans la banlieue de Dakar qui sont issus de la commune de Guinaouraï Sud. Les 4 ASC ont reçu chacune 750 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons. Le tout est évalué à 1 million de francs. Le maire de Guinaouraï Sud appelle ses équipes de participer davantage au développement de la commune. Abdoulaye Diop, je propose de l'écouter. Nous ne s'adressons pas aux ASC. Nous avons 4 ASC, comme les notes en démarre demain, on a profité de l'occasion pour leur donner leur estimation. Mais nous allons continuer d'ici un mois ou bien d'ici un mois et quelques quand même pour d'autres mouvements sportifs, notamment la petite catégorie, les écrits de lutte. Vous savez que quand même les subventions, c'est un budget qu'on a voté au niveau de la mairie, destiné aux ASC. Ça ne pas régler la question des inondations. Pour les inondations, la mairie a un budget. Oui, souvent les gens les critiquent, quand même, même en conseil municipal, souvent les conseils demandent vraiment aux ASC de s'impliquer vraiment dans le cadre de la gestion des côtes locales, surtout au moment des inondations. Donc il faut quand même, il y a un volet environnement au niveau de ce bureau d'ASC, donc je crois qu'on doit continuer à s'imprégner vraiment à la gestion des inondations, ou bien en tout cas à la gestion des côtes locales.
Voilà pour cette page des sports, 7h27 minutes.